C'était un soir de Noël comme tant d'autres. Les guirlandes brillaient faiblement dans le salon de Marc et de Claire, mon fils et ma belle-fille. La table était longue, trop bien dressée, presque trop parfaite. Tout semblait réglé comme une horloge ironie cruelle, quand on sait ce qui allait suivre. Ils avaient invité quelques amis. Les enfants couraient autour du sapin. Et moi, je me tenais un peu à l'écart, dans le coin près de la fenêtre, là où la lumière des bougies se reflétait sur les vitres. J'aimais observer, sans déranger. C'est ce que les mères apprennent à faire en vieillissant. Être là, mais pas au centre. La soirée suivait son cours, douce et bruyante, quand Marc s'est levé avec ce sourire que je lui connaissais trop bien. Un sourire d'homme sûr de son effet, de celui qui s'apprête à marquer les esprits. Dans sa main, une petite boîte noire. Il a attendu que le silence se fasse autour de lui. « Claire, mon amour, tu dis toujours que je ne suis pas sentimentale. Alors voilà, un symbole. » Elle a ri, un peu gênée, avant d'ouvrir la boîte. Et j'ai vu la montre de Paul, celle que son père portait chaque jour, qu'il remontait chaque matin avec une minutie religieuse, celle qu'il avait promis un jour de transmettre à Marc quand il serait un homme, et que moi, je gardais depuis sa mort, précieusement, dans son écrin d'origine, avec la photo de notre mariage et la bague qu'il ne quittait jamais. Mon souffle s'est coupé. Je n'ai pas compris tout de suite. J'ai cru à une erreur. Peut être une réplique, une copie, une plaisanterie. Mais non. Quand Claire a levé la montre à la lumière, j'ai reconnu la patine du cuir, la minuscule rayure sur le cadran et la gravure à l'arrière. À Paul, pour chaque seconde qui compte. C'était bien celle-là, la vraie. Le dernier objet que j'avais touché de lui. Autour de la table, les invités applaudissaient, amusés par la scène. Moi, j'étais cloué sur ma chaise, les mains sur les genoux, immobile. Marc riait, heureux de son effet. Elle appartenait à mon père, tu sais. Je me suis dit qu'elle tirait mieux qu'à moi. Après tout, il t'aurait adoré. Et là, tout le monde a trouvé ça adorable. Quel beau geste, quelle tendresse. Moi, je ne pouvais plus respirer. Je n'ai pas parlé. Pas un mot. J'ai juste senti mes doigts se crisper sur le bord de la nappe. Dans ma tête, 1000 images défilaient. Paul penché sur sa montre, les soirs d'hiver, l'ajustant avant de se coucher. Marc, enfant, la regardant fasciné, lui demandant « Papa, pourquoi tu la remontes toujours à la même heure ?» Et Paul répondant, en riant « Parce que le temps ne pardonne pas l'oubli, mon grand. » Ce soir-là, c'est Marc qui venait d'oublier. Tout. Le sens, la mémoire, la promesse. Claire, toute souriante, est venue m'embrasser. C'est émouvant, non, Jeanne? J'ai senti son parfum sucré, son ton aimable. J'ai voulu lui dire que non, que ce n'était pas émouvant, que c'était une profanation silencieuse. Mais je n'ai rien dit, parce qu'à ma place, on ne fait pas de scène. Parce qu'à mon âge, on sait que parler, c'est souvent inutile. Alors j'ai souri, un sourire de marbre, et j'ai murmuré, oui, très émouvant. Personne n'a remarqué la fissure dans ma voix. Le dîner a continué. Marc parlait fort, riait, se servait du vin. Claire portait la montre à son poignet, déjà, comme si elle l'avait toujours eue. Je l'ai observée. Le cuir trop grand, la boucle qui pendait, la manière dont elle levait le bras pour la montrer aux autres. Elle n'avait pas compris ce qu'elle portait. Elle portait un deuil vivant. J'ai attendu que la soirée s'achève. J'ai aidé à débarrasser, silencieuse. Personne ne m'a proposé de rentrer plus tôt, ni même demandé si tout allait bien. Ils étaient heureux, légers. Moi, j'étais vide. En rentrant chez moi, j'ai allumé la lampe du salon et je suis resté debout devant la commode. La boîte noire, où reposait autrefois la montre, n'y était plus. À sa place, un vide net, presque propre. Marc était venu la chercher sans me dire un mot, sans même me prévenir. Et ce vide-là, ce rectangle de bois nu, me faisait plus mal que toutes les insultes du monde. J'ai sorti mon carnet bleu, celui où j'écrivais parfois mes pensées depuis la mort de Paul. Et j'ai noté, le vol n'a pas toujours besoin de bruit. Parfois, il suffit d'un cadeau. Je crois que j'ai pleuré sans bruit pendant des heures, non pas pour l'objet, pour le symbole.
Parce que cette montre n'était pas un bijou, c'était un passage, une continuité. Et qu'en la donnant à une autre, mon fils venait d'effacer, d'un geste, la filiation entre son père et lui, entre son père et moi. Le lendemain, il m'a envoyé un message. « Merci d'être venue hier, maman. C'était un beau moment, non ?» J'ai regardé son nom s'afficher sur l'écran. Et pour la première fois, je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai posé le téléphone, je suis allé ouvrir la fenêtre. L'air glacé de décembre m'a frappé au visage. Et j'ai murmuré tout bas. Oui, c'était un beau moment. De disparition. Je crois que c'est ce soir-là que quelque chose s'est définitivement déplacé en moi. Le point d'équilibre, la place du cœur, la manière d'aimer. Je n'étais plus la mère de Marc. J'étais devenue la gardienne d'une mémoire trahie. Et à partir de ce jour, je me suis promis de ne plus jamais confondre la tendresse avec la soumission. La montre avait une histoire. Et comme souvent avec les objets qui comptent, ce n'était pas une histoire d'argent, mais de temps de celui qu'on partage et de celui qu'on perd. Paul me l'avait offerte le jour de notre mariage. Elle n'était pas neuve, déjà un peu rayée, mais il m'avait dit « Elle appartenait à mon père. Elle ne brille plus, mais elle avance juste. Comme nous, je l'espère. » Je me souviens d'avoir ri à travers mes larmes. Cette phrase m'avait touché plus qu'un diamant. Elle disait tout de lui. La rigueur, la tendresse cachée, la foi tranquille dans la durée. Paul était un homme du temps long. Horloger de métier, il vivait entouré de mécanismes, de tic-tac, de silence. Il disait souvent « Les montres, c'est comme les gens. Certaines s'arrêtent quand on les bouscule, d'autres tiennent même quand on les oublie. » Et il ajoutait, en me regardant, « Toi, Jeanne, tu es une montre sans pile. Tu marches à la constance. Les premières années de notre vie ont été simples. Un petit appartement à Rouen, puis la maison à Saint-Aubin qu'on a achetée quand Marc est né. J'ai encore en tête les travaux du premier été. Paul repeignait la façade, moi je lessivais les volets. Et le petit, dans sa nacelle, riait au bruit du pinceau contre le mur. Nous étions pauvres, mais riches de confiance. Chaque soir, Paul posait sa montre sur la table de chevet avant de se coucher. C'était son rituel. Il la remontait lentement, puis la posait, le verre tourné vers moi, comme pour me dire « Je reviendrai demain ». Quand il est mort, des années plus tard, d'un infarctus dans son atelier, c'est cette montre que j'ai serrée dans ma main. Le tic-tac s'était arrêté, comme lui. Je l'ai gardée près de moi pendant des semaines, incapable de la remonter. Puis un jour, j'ai trouvé le courage de tourner la molette, d'une main tremblante. Et le mécanisme s'est remis en marche. Régulier, calme, j'y ai vu un signe. Le signe qu'il me fallait continuer à avancer. Marc n'avait que 20 ans à l'époque. Il a vécu la mort de son père comme un naufrage. Il s'est muré dans un silence de pierre. C'est moi qui ai tout rangé, tout géré. Les papiers, l'atelier, les dettes, la maison. Et un jour, il est venu me voir, le visage fermé, et il m'a demandé « Maman, qu'est-ce qu'on fait de ces affaires ?» J'ai répondu doucement « On garde l'essentiel. Le reste, c'est du vent. » Alors j'ai choisi quelques objets. Le tablier, le carnet de croquis et la montre. Je l'ai mise dans une boîte en velours, avec une photo de Paul jeune, et j'ai écrit au dos « Pour Marc, quand il sera prêt. » Je voulais que ce soit un passage, pas une perte. Qu'il la reçoive quand il comprendrait ce que le temps veut dire pas avant. Mais le temps, pour Marc, n'a jamais eu la même valeur que pour nous. Il a couru, vite, trop vite. Les études, le travail, le mariage, les enfants, la maison neuve, chaque étape semblait le pousser plus loin de la douceur, plus près de la performance. Il n'était pas méchant, non juste pressé. Pressé de réussir, pressé de prouver, comme si être fils d'un horloger l'avait rendu allergique à la lenteur. Quand Claire est entrée dans sa vie, j'ai compris tout de suite. Elle était belle, assurée, ambitieuse, une femme de son époque. Je ne l'ai jamais jugée. Mais elle avait cette manière subtile de réécrire les choses, de redéfinir ce qui comptait. Les vieux objets l'encombraient. Les vieilles histoires aussi. Une fois, elle m'a dit en riant « Jeanne, Marc a hérité de ton sens de l'ordre, mais heureusement pas de ton goût pour les souvenirs. » Je me suis contentée de sourire. Je n'avais pas encore compris que, derrière cette phrase légère,
se cachait une véritable philosophie, celle qui efface pour avancer. La montre, je la gardais dans le tiroir de ma commode, bien à l'abri. De temps en temps, je la sortais, je la remontais, juste pour entendre le battement discret du mécanisme. C'était comme une respiration entre lui et moi, entre hier et aujourd'hui. J'imaginais le jour où je la tendrais à Marc, avec un mot simple. C'est ton tour. Mais ce jour n'est jamais venu. Un soir, il est passé me voir. Il cherchait quelque chose dans le bureau de Paul, des papiers pour la succession d'un client. Je ne sais pas à quel moment il a vu la boîte. Je ne l'ai pas entendu la prendre. Je n'ai rien remarqué. Je n'ai compris que bien plus tard, en la cherchant, qu'elle avait disparu. Et j'ai pensé, naïvement. Il l'a prise pour la nettoyer. Peut-être veut-il la porter. Je n'ai pas osé demander. Je ne voulais pas paraître méfiante. Mais à Noël, quand je l'ai vue au poignet de Claire, j'ai compris que le vol n'était pas matériel. C'était un rapt de mémoire. Il avait transmis sans comprendre, offert sans permission, déplacé le lien de père en épouse, sans se douter qu'en faisant cela, il tranchait le fil invisible qui reliait notre histoire. Ce soir-là, en rentrant, j'ai ouvert l'ancien album de famille. Je me suis arrêtée sur une photo. Paul et Marc, assis sur le perron, le petit fixant la montre paternelle, fasciné. Je me suis souvenue de sa question d'enfant. « Papa, quand je serai grand, tu me donneras ta montre ?» Et de la réponse de Paul, claire comme un serment. « Oui, mais tu la garderas seulement quand tu comprendras le temps. » Il la portait maintenant, sans comprendre. Ou pire, il l'avait donnée à une autre. Je crois que c'est à cet instant précis que j'ai su que je ne pardonnerais pas facilement. Pas parce qu'il m'avait oublié, mais parce qu'il avait trahi la mémoire de son père en la réduisant à un accessoire de mode. Je me suis fait alors une promesse. Je ne lui en parlerai pas tout de suite, pas dans la colère. Mais un jour, il saurait. Et ce jour-là, je ne lèverai pas la voix. Je lui montrerai simplement ce que signifie encore le mot « hériter ». Les mois qui ont suivi ce Noël-là ont eu la lenteur des saisons qui s'épuisent. Tout semblait pareil. Mais quelque chose avait changé, un fil invisible s'était rompu. Marc m'appelait moins souvent. Claire, elle, prenait presque toujours le relais. C'est elle qui organisait, décidait, filtrait. Au début, je ne l'ai pas remarqué. C'est ainsi que commencent les effacements doucement, sans heurts. Chaque petit silence devient une habitude. Et chaque habitude, une frontière. En février, je les ai appelés pour proposer un déjeuner. Marc a répondu d'un ton distrait. « Oh, maman, ce serait super, mais tu sais, on est débordé avec les enfants. On t'appellera la semaine prochaine. » La semaine suivante, c'est Claire qui m'a écrit. « On pense à toi. On essaie de caler une date. Gros bisous. » Une phrase sans chair, sans promesse. Une politesse de façade. Les mois ont passé, sans qu'aucune date ne se cale. Alors, j'ai cessé de proposer. J'ai appris à attendre, ou plutôt, à ne plus espérer. Au printemps, j'ai eu un léger malaise. Rien de grave, un simple vertige dans le jardin. J'ai voulu appeler Marc, mais il était en déplacement, comme souvent. Claire m'a rappelé le soir. « Oh, Jeanne, il ne faut pas t'inquiéter comme ça. À ton âge, ça arrive. Bois de l'eau. Repose-toi. » Puis, un rire. « Tu dramatises toujours un peu, non ?» Cette phrase-là m'a frappée. Pas tant par le ton, mais par le mot « toujours ». Comme si toute ma vie se résumait désormais à une exagération. Les invitations se sont espacées davantage. Il y avait toujours une bonne raison. Un week-end de ski, une compétition des enfants, un dîner professionnel. Chaque excuse était logique. C'est ce qui rendait leur éloignement indiscutable. On ne peut pas reprocher aux gens de vivre. Une fois, j'ai proposé de venir passer un dimanche pour aider à faire les crêpes. Claire a hésité. « Oh, tu sais, on a déjà invité des amis. Et puis la cuisine, c'est un peu mon domaine maintenant. » Son domaine. J'ai compris. La maison où j'avais vu grandir Marc, où j'avais tenu son premier fils dans mes bras, n'était plus qu'un décor où ma présence devenait anachronique. Je n'ai jamais été jalouse d'elle. Mais j'ai vite compris qu'elle voulait tout reformater. Pas méchamment, non. C'était sa manière de maîtriser le monde. Remplacer les traces du passé par ses propres repères. Elle ne supportait pas les objets chargés, les histoires lourdes.
Un jour, j'ai remarqué que le portrait de Paul, celui que j'avais offert à Marc après les funérailles, avait disparu du salon. À sa place, une grande photographie abstraite, sans visage. Quand j'ai demandé où était le cadre, elle a répondu avec légèreté. « Oh, on l'a mis dans le bureau. » C'était un peu triste pour le séjour. Triste. Le mot sonnait faux. C'était son moyen de dire « inopportun ». Un dimanche, je suis passée sans prévenir. J'avais préparé un gâteau aux pommes, la recette que Marc aimait quand il était petit. La porte était entr'ouverte. J'ai sonné. Claire a ouvert, surprise, presque dérangée. « Oh, Jeanne, tu aurais dû prévenir. On part justement déjeuner chez des amis. » J'ai souri, maladroite. « Ce n'est pas grave. Je voulais juste déposer ça. » Je lui ai tendu le gâteau, encore chaud. Elle l'a pris, gênée, a balbutié. « Merci, vraiment. Mais tu sais, les enfants n'aiment pas trop les desserts trop sucrés. » Je me suis contentée d'acquiescer. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai vu mes mains encore couvertes de farine. Elles tremblaient un peu. Les appels suivants ont été de pure formalité. Claire me téléphonait pour me donner des nouvelles, comme on appelle une grand-tante, poliment, sans attachement. Marc parlait peu. Il était fatigué, en réunion, pressé. Quand je lui disais que sa voix me manquait, il répondait « Tu sais, maman, on est dans une période compliquée. On fait de notre mieux. » Ce « on » me glaçait à chaque fois. Il ne disait plus « je », comme si tout devait désormais passer par le filtre conjugal, comme si Claire devenait la porte d'entrée de son cœur. En juin, il y a eu l'anniversaire d'Élodie, leur fille. Je n'y ai pas été invitée. Je l'ai appris par hasard, sur une photo publiée par une amie commune. Un grand gâteau, des ballons, et au poignet de Claire, la montre. Elle brillait sous la lumière, ridicule et déplacée. Ce jour-là, j'ai senti pour la première fois une forme de fatigue profonde, non pas physique, mais morale. Je me suis dit, je ne fais plus partie du décor. Une semaine plus tard, Marc est passé en coup de vent. Il m'a embrassée distraitement et m'a dit « Tu devrais sortir un peu, maman. Voir du monde, faire des activités. Tu ne peux pas rester accrochée à tout ça. » Tout ça. 2 mots pour désigner 40 ans de vie commune. Un amour, un mariage, une maison, une histoire. J'ai simplement répondu « Tu as raison, Marc. Il faut savoir se détacher. » Il n'a pas entendu l'ironie. Il est reparti aussitôt. Depuis ce jour, j'ai commencé à observer les détails. Les bonnes années par SMS, les anniversaires oubliés, les messages impersonnels. On pense à toi, gros bisous. On. Toujours ce on. Je n'étais plus une mère. J'étais devenue un destinataire collectif. Un soir, en rangeant de vieux papiers, j'ai retrouvé une photo. Marc, petit, sur les genoux de Paul, fixant la montre avec fascination. Et j'ai compris que la distance entre nous n'avait pas commencé ce Noël-là. Elle avait commencé bien avant le jour où Marc avait cessé de regarder le temps comme un héritage pour le voir comme un accessoire. Depuis, il le porte au poignet de quelqu'un d'autre. Et moi, je regarde les aiguilles tourner. Elles n'avancent plus vers lui. Elles s'éloignent, doucement. C'est arrivé un matin de septembre, un de ces jours où l'air commence à changer d'odeur, entre l'été et l'automne. Je venais de recevoir un courrier, une grande enveloppe blanche, au logo froid et élégant d'un cabinet notarial. J'ai tout de suite reconnu ce type de papier, celui qu'on envoie quand il ne s'agit plus de sentiments, mais de décisions. Je l'ai ouverte lentement, le cœur déjà serré. À l'intérieur, un dossier impeccable, accompagné d'une lettre standardisée. « Madame Dupont, nous vous prions de bien vouloir prendre connaissance du projet de procuration préparé à votre intention, conformément à la demande de M. Marc Dupont et de son épouse. L'objectif de ce mandat est d'assurer une gestion simplifiée de votre patrimoine et de vos affaires personnelles. Nous vous invitons à parapher chaque page et à signer à la fin du document, dans un souci de clarté et d'efficacité. Je suis resté longtemps immobile. Gestion simplifiée de mon patrimoine. Clarté et efficacité. Des mots polis, nets, anesthésiants, mais qui, mis ensemble, formaient une sentence. Il me dépossédait. Le soir même, Marc m'a appelé. Il semblait nerveux, presque enthousiaste. « Maman,
Tu as reçu la lettre du notaire? Oui. Parfait. C'est juste une formalité. Tu sais, avec ton âge, les papiers deviennent lourds à gérer. On veut t'aider, t'éviter les complications. Les complications? Oui, pour les impôts, les factures, la maison, tout ça. Claire s'en occupera. Elle a plus l'habitude que toi de ces démarches. Je n'ai rien répondu. Il y avait, dans son ton, une bienveillance mécanique, celle de quelqu'un qui a déjà tout prévu, tout décidé. Je n'étais plus consultée. J'étais intégrée dans un plan d'ensemble. Le lendemain, Claire m'a téléphoné, comme pour adoucir la manœuvre. « Jeanne, je t'assure, ce n'est rien de grave. C'est juste une procuration administrative, pour simplifier la vie de tout le monde. Tu n'auras rien à faire, et nous, on pourra t'aider plus vite en cas de besoin. » En cas de besoin? Oui. Si jamais tu oublies un paiement, ou si un jour tu ne peux plus te déplacer. Elle a laissé sa phrase en suspens. J'ai senti la gifle sous le velours. J'ai répondu calmement. Et qui a décidé que j'avais besoin d'être simplifiée? Un petit silence gêné, puis elle a dit. D'un ton sec. Marc et moi, on pense juste à ton bien. Tu pourrais nous remercier. Parfois, remercier, pour être effacé. J'ai raccroché sans rien dire. Puis j'ai pris la lettre, je l'ai posée sur la table, et j'ai lu le mandat jusqu'au bout. Chaque page me dépossédait un peu plus. Autorise les mandataires à gérer, vendre, administrer, signer en lieu et place de la mandante. En lieu et place de la mandante. En lieu et place de moi. Le pire, c'était cette phrase finale. Cette procuration est établie dans un souci de paix familiale. La paix, le mot qui justifie toutes les violences silencieuses. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai erré dans la maison comme une ombre. J'ai ouvert les tiroirs, les armoires, les albums. J'ai touché les objets, un par un. Les photos jaunies, le carnet de Paul, les lettres de jeunesse, tout ce que j'avais gardé pour transmettre un jour, il voulait maintenant le gérer. Je me suis arrêtée devant la commode, là où la montre avait été rangée autrefois. Le tiroir vide me fixait comme une plaie, et j'ai compris que le geste de Noël n'était pas une maladresse. C'était un prélude. Ce soir-là, ils avaient commencé à me déposséder symboliquement. Aujourd'hui, ils tentaient la version administrative. Vers 3 heures du matin, j'ai pris mon carnet bleu. Je l'ai ouvert à la première page blanche et j'ai écrit. Le vol commence par un sourire. On te dit que c'est pour t'aider. Et un jour, tu n'as plus de clé, plus de compte, plus de voix. Je relisais ces mots quand j'ai entendu l'horloge sonner. Le tic-tac semblait plus lourd, plus lent, comme si elle aussi pesait le temps perdu. Le lendemain, je suis allée au cimetière. Il pleuvait finement. Je me suis assise sur le banc devant la tombe de Paul. J'ai posé la main sur la pierre. Tu sais, Paul, ils veulent tout ranger, tout sécuriser. Même moi. Tu avais raison, les montres qu'on ne remonte plus finissent par s'arrêter. Je suis restée là longtemps, sans pleurer. Mes larmes, je crois, s'étaient transformées en lucidité. En repartant, j'ai pris une décision. Je ne signerai rien, et je ne leur dirai rien. Je ne ferai pas de scène, pas de scandale. Je répondrai avec leurs propres armes. Le silence légal. Le surlendemain, Marc est venu. Avec son assurance tranquille, sa chemise repassée, son ton de fils attentionné. Il m'a parlé longtemps de tout, sauf de l'essentiel. Puis, comme s'il s'agissait d'un détail, il a sorti la procuration. « Tu veux bien la signer maintenant ?» J'ai mis les croix là où il faut. Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Et si je ne signe pas ?» Il a paru surpris. « Tu veux qu'on fasse ça plus tard ?» « Non, je veux dire. » « Et si je ne signe jamais ?» Il a eu un petit rire nerveux. « Mais enfin, maman, ne sois pas têtue. Tu sais que Claire s'en occupera mieux que toi. Tu pourrais nous faire confiance. » J'ai souri. La confiance, Marc, ce n'est pas un document qu'on signe. C'est un regard qu'on garde. Il n'a pas compris. Ou plutôt, il n'a pas voulu comprendre. Il a ramassé ses papiers. Vexé, fais comme tu veux, maman. Mais ne viens pas te plaindre si un jour tu n'arrives plus à tout gérer. Ne t'inquiète pas, Marc. Je sais encore lire l'heure. Quand il est parti, j'ai fermé la porte doucement. Et j'ai pensé à Paul, à sa montre, à son rire. Je me suis juré que cette fois, je ne laisserai plus personne tourner les aiguilles à ma place. Je me suis assise à mon bureau.
J'ai pris une feuille neuve et j'ai écrit, en lettres droites. À partir d'aujourd'hui, je reprends le temps. Les jours qui ont suivi, je n'ai presque pas dormi. Ce n'était pas de la peur, c'était autre chose, un état de veille lucide, presque physique. Je n'arrivais plus à penser à autre chose qu'à cette phrase. Pour simplifier, elle tournait en boucle dans ma tête, comme un écho qui creuse. Simplifier quoi? Simplifier qui? Leur vie ou la mienne? Je passais mes journées à ma table, le courrier étalé devant moi. Je relisais tout, ligne après ligne, sans rien laisser passer. Les lettres de la banque, les anciens documents de Paul, les copies de factures, les attestations d'assurance. Je découvrais, avec un mélange d'étonnement et de rage tranquille, combien de fois j'avais signé sans réfléchir, pour aider Marc, pour aller plus vite, pour faire confiance. 3 phrases, 3 clefs qu'on m'avait doucement prises sans bruit, sans mensonge. Je me souviens d'un soir précis. Je me suis assise dans le fauteuil du salon, le carnet bleu sur les genoux. J'ai écrit en lettres capitales. Ils ne veulent pas m'aider, ils veulent me gérer. Ce mot gérer m'a glacé. Il n'a rien à voir avec l'amour. On gère un bien, un budget, une entreprise, pas une mère. Je repensais souvent à Paul, à sa rigueur tranquille, à sa façon de dire « Le vrai vol, Jeanne, ce n'est pas quand on te prend un objet, c'est quand on t'enlève ton droit d'y penser. » C'est exactement ce qui m'arrivait. Il ne me volait pas mes affaires, mais ma capacité de décider. Et c'est un vol encore plus cruel, parce qu'il se fait avec ton consentement silencieux. Je relisais mes notes à la lumière de la lampe, les doigts tachés d'encre. J'ai compris ce soir-là que je n'étais pas victime d'un accident, mais d'une logique douce. Une stratégie inconsciente peut être, mais implacable. Me rendre tranquille, délestée, prise en charge. Autrement dit, me retirer du monde. Une nuit, vers 3 heures du matin, je me suis levée. Je suis allée jusqu'à la commode où reposaient les papiers de Paul. J'ai ouvert les tiroirs un à un, respirant cette odeur de bois et de cire. Au fond d'une chemise en carton, j'ai retrouvé un document que j'avais oublié. Le titre de propriété de la maison, à nos 2 noms, avec une clause claire. L'usufruit du bien demeure au conjoint survivant jusqu'à son décès. J'ai lu et relu cette phrase. J'ai senti, sous ma peau, un soulagement lent et profond. Il ne pouvait rien faire sans moi. Rien. C'était comme si Paul, des années après sa mort, m'envoyait une preuve de sa vigilance. J'ai pris une feuille blanche et j'ai écrit « Première vérité. Ils ne connaissent pas la loi. » Puis, en dessous, « Deuxième vérité. Je vais la leur rappeler. » Le lendemain, j'ai fait quelque chose que je n'avais plus fait depuis des années. J'ai pris rendez-vous chez un notaire. Pas celui de Marc et Claire, évidemment. Un autre. Celui que m'avait conseillé Mireille, une amie du marché, une veuve vive et têtue. Il s'appelait Maître Lenoir, à Bayeux. Sa secrétaire m'a proposé une date pour la semaine suivante. Je me suis contentée d'un « Très bien, je viendrai ». Quand j'ai raccroché, j'ai ressenti une forme étrange de joie, pas de la vengeance, mais de la reprise en main. Je venais de retrouver un territoire. Le mien. Les jours d'attente ont été étranges. Je vivais entre 2 mondes, celui de la mère qu'on croit passive et celui de la femme qui prépare, patiemment. Je faisais des listes, des copies, des classements. J'écrivais dans mon carnet. Ne rien dire. Observer. Rassembler. Noter tout. Chaque mot devenait un pas vers la liberté. Je crois que c'est dans ces silences-là que naissent les vraies décisions. Pas dans le tumulte, mais dans la rigueur calme. Paul aurait été fier de moi. Je l'entendais presque murmurer. « Remonte la montre, Jeanne, et regarde le temps faire justice. » La veille du rendez-vous, j'ai tout préparé. Mes papiers, mes notes, la lettre du notaire de Marc, les copies des anciens documents, je les ai rangés dans une pochette grise. Et sur la première page de mon carnet, j'ai écrit « Dossier, vérité silencieuse ». Puis je me suis arrêtée, j'ai levé les yeux vers la montre murale. Il était minuit pile. Je l'ai noté aussi. Minuit début du réveil. Cette nuit-là, j'ai rêvé. Je me tenais dans l'atelier de Paul, entouré de montres ouvertes. Elles battaient toutes à des rythmes différents. Et soudain, une seule s'est arrêtée. Je me suis penchée. J'ai soufflé doucement sur le mécanisme. Le tic-tac est reparti. Quand je me suis réveillée, j'ai compris.
Ce n'était pas un rêve, c'était une image. Le temps que je croyais perdu recommençait à battre. Le lendemain matin, je suis parti tôt. Le ciel était gris, la route déserte. Dans ma voiture, je répétais mentalement ce que j'allais dire. Rien de plus que la vérité, mais dite avec calme. J'avais compris que la clarté est une forme de résistance. Je ne hurlerai pas, je ne supplierai pas. J'expliquerai, et la loi ferait le reste. J'ai traversé des champs encore couverts de rosée. Chaque paysage me semblait plus net, plus précis. Être parce que, pour la première fois depuis longtemps, je savais exactement où j'allais et pourquoi. En arrivant à l'étude, j'ai pris une grande inspiration avant de pousser la porte. Une odeur de cire et de papier neuf m'a accueilli. J'ai serré ma pochette contre moi. Et dans ma tête, j'ai entendu la voix de Paul. « Tu vois, Jeanne ? Même arrêtée, une montre garde sa mémoire. Il suffit de la remonter. » Maître Lenoir m'a accueilli avec un sourire tranquille, le regard clair de ceux qui ont vu passer des vies entières à travers des testaments. Son bureau sentait le cuir et la poussière des vieux livres. Sur la table, rien d'inutile. Un stylo, une lampe à abat-jour vert, un dossier vierge. « Asseyez-vous, Madame Dupont. Prenez votre temps. » Sa voix était douce, lente, presque bienveillante. J'ai posé ma pochette grise sur la table, comme on dépose une charge trop lourde qu'on porte depuis des années. Je lui ai expliqué tout calmement, sans colère. Le dossier du notaire de Marc, la procuration, le ton condescendant de Claire, la montre donnée sans un mot. Il m'a écouté sans m'interrompre, les mains croisées, les yeux attentifs. Puis il a dit « Ce que vous décrivez, Madame Dupont, c'est ce qu'on appelle dans mon métier une dépossession douce. Pas de vol, pas de cri, mais un effacement progressif du pouvoir décisionnel. » J'ai acquiescé. C'est exactement cela. Il a feuilleté les documents, méthodique. Cette procuration n'a aucune valeur tant que vous ne signez pas. Et même si vous le faisiez, elle resterait révocable à tout moment. Mais il a levé les yeux vers moi. Mais je comprends que le problème est moral avant d'être juridique. J'ai souri, amèrement. Ils appellent cela de l'aide. C'est une forme d'aide intéressée. Ils confondent protection et contrôle. Il a pris un stylo, a noté quelques mots sur un carnet. Je vais vous conseiller quelque chose, si vous êtes prête à reprendre les choses en main. Je suis prête. Nous avons travaillé ensemble tout l'après-midi. Il m'a aidé à revoir chaque point, chaque ligne. Nous avons rédigé 3 documents. Le premier, une main levée des éventuelles procurations existantes. Cela signifie que vous reprenez l'intégralité de vos droits bancaires et patrimoniaux. Personne ne pourra agir à votre place sans votre signature expresse. Le deuxième, un testament notarié, révisé et daté. Je n'ai pas tout de suite compris pourquoi c'était nécessaire. Alors il m'a expliqué « Parce que ce que vous leur laissez savoir, c'est qu'il y a une continuité de votre volonté. Vous existiez hier, vous existez aujourd'hui, et vous déciderez encore demain. » Le troisième document, plus discret. Une lettre confidentielle à ouvrir après décès, destinée à être déposée dans son étude. Il m'a demandé ce que je voulais y écrire. J'ai réfléchi un instant. Puis j'ai dit « Je veux qu'on sache que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait en conscience. Pas contre eux, mais pour moi. » Il a hoché la tête. C'est souvent la meilleure justice, celle qu'on prépare sans haine. Les semaines suivantes, je suis retournée chez lui plusieurs fois. Chaque visite me rendait plus solide, plus droite. Je n'étais plus la mère effacée, mais la femme qui retrouve sa signature. Je me suis remise à marcher tous les matins, à respirer l'air du dehors, à ranger les papiers comme on trie les cicatrices. Maître Lenoir m'a conseillé aussi d'aller voir ma banque. Faites modifier vos accès. Supprimez toute délégation de compte. Créez un code dont vous seul avez connaissance. Je l'ai fait, avec un calme presque solennel. Le directeur, un homme jeune, a tenté de me dissuader. « Mais votre fils est sur la procuration. Cela facilite tout. » Je l'ai interrompu. Je ne cherche plus à faciliter. Je cherche à comprendre. À la maison, j'ai commencé un rituel. Chaque soir, j'ouvrais mon carnet bleu. Je notais la date, les démarches accomplies, et une phrase à chaque fois. Aujourd'hui, j'ai repris ma signature. Aujourd'hui, j'ai fermé une porte,
mais ouvert une fenêtre. Aujourd'hui, j'ai compris que la solitude n'est pas une punition, mais une frontière. Peu à peu, la peur s'est changée en précision. Je ne doutais plus. Je n'espérais plus qu'ils comprennent. Je préparais simplement la vérité comme on polit une montre avant de la rendre au temps. Une fois, en revenant du notaire, je suis passé devant la vitrine d'un horloger. Il y avait là, derrière le verre, un vieux modèle presque identique à celui de Paul. Je me suis arrêté longtemps à la regarder. Le vendeur est sorti. « Elle vous plaît, madame ?» C'est une pièce rare, mécanique, restaurée à la main. Je lui ai répondu. « Elle n'est pas à vendre, n'est-ce pas ?» Il a souri. « Non. Elle attend la bonne personne. » Je n'ai rien acheté. Mais en rentrant chez moi, j'ai compris. J'étais redevenu cette bonne personne pour moi-même. À l'approche de Noël, Marc a envoyé un message. « On fait quelque chose de simple cette année. Pas de cadeau. Juste un repas entre nous. » J'ai répondu. « Faites comme vous voulez. » En réalité, j'avais déjà organisé autre chose. Un rendez-vous, le même jour, avec Maître Lenoir, pour finaliser la mise à jour de mes dispositions. Pendant qu'il dresserait la table, moi, je signerais l'acte qui scellerait ma liberté. Ce matin-là, je me suis levé tôt. J'ai ouvert les volets, laissé entrer la lumière. J'ai sorti du tiroir la photo de Paul, l'ai posée sur la table, à côté de mon carnet. Je lui ai murmuré. « Tu vois, mon amour, la montre continue de tourner. Mais cette fois, c'est moi qui règle l'heure. » Quand j'ai quitté la maison, je me suis sentie légère, presque jeune. Je marchais lentement, mais avec la sensation étrange d'avoir enfin repris le contrôle du temps, ce temps qu'il croyait m'avoir volé. Chez Maître Lenoir, tout était prêt. Il m'a tendu les documents. J'ai signé, page après page, sans trembler. Puis il a dit, d'un ton grave, « Madame Dupont, à partir d'aujourd'hui, tout ce que vous possédez matériellement et symboliquement est de nouveau sous votre autorité. Vous êtes juridiquement libre. » Je l'ai regardé. « Et moralement aussi, maître. » En sortant, j'ai levé les yeux vers le ciel gris. Une bruine fine tombait sur la pierre. Je me suis surprise à sourire. Je n'étais plus la mère docile qu'on aidait. J'étais redevenue Jeanne Dupont, veuve de Paul, dépositaire du temps et de la mémoire. Et, pour la première fois depuis longtemps, j'ai entendu dans ma tête un tic-tac régulier, celui de mon propre cœur. Ils n'ont rien vu venir. C'est souvent ainsi avec ceux qui croient tout contrôler. Ils ne remarquent pas quand le silence se transforme en stratégie. Pendant des mois, j'ai continué à répondre à leurs messages, poli, mesuré, égal. Rien dans mon ton n'a changé. Je laissais Marc croire que je suivais encore le rythme qu'il imposait, celui des « on verra », des « plus tard », des « on te dira ». Mais, en réalité, tout avait déjà basculé. Chaque document, chaque compte, chaque signature appartenait de nouveau à mon nom. Et cette fois, c'était scellé, notarialisé, incontestable. Le premier choc est venu d'un appel de la banque. Claire, comme à son habitude, avait tenté de se connecter au compte pour payer une facture d'assurance, c'est ainsi qu'elle le formulait toujours. Mais l'accès était désormais bloqué. Un message lui avait indiqué « Accès révoqué par la titulaire du compte ». Elle a d'abord cru à une erreur, puis à un bug. Mais le lendemain, quand elle a appelé le conseiller, la réponse fut nette. « Madame, il n'y a plus de procuration en votre faveur, ni en celle de Monsieur Marc Dupont. Toute opération nécessite désormais la signature de Madame Jeanne Dupont, en personne. Pardon ? Les décisions ont été modifiées devant notaire, il y a quelques semaines. Je crois que c'est ce jour-là qu'ils ont compris que je n'étais plus la vieille qui se laisse faire. Marc m'a appelé dans l'après-midi. Sa voix oscillait entre la surprise et l'agacement. « Maman, tu as fait changer les accès bancaires ?»« Oui. Mais pourquoi ? Tu aurais pu m'en parler. »« Je n'ai rien à t'expliquer, Marc. Ce sont mes comptes. Tu ne comprends pas. C'était juste pour t'aider, pas pour te prendre quoi que ce soit. » Je sais. Un silence lourd. Puis j'ai ajouté, calmement. « Mais moi, j'ai décidé de m'aider seule. » 2 jours plus tard, ils sont venus chez moi, sans prévenir, comme toujours. Claire en tête, la mâchoire serrée, Marc derrière, plus nerveux qu'en colère. Ils ont sonné longuement. Quand j'ai ouvert, l'air était glacial. Je les ai laissés entrer.
Ils n'ont pas enlevé leur manteau. Maman, on peut parler? Bien sûr. J'ai servi du thé. Leur silence remplissait la pièce. Puis Claire a lancé, d'un ton faussement doux. On a appris que tu avais vu un notaire, sans nous en parler. Oui. Tu trouves ça normal? Parfaitement. Elle a posé sa tasse trop fort sur la table. Tu es en train de nous exclure de tout. De la maison, des décisions, de ton avenir. C'est le mien, justement. Mon avenir. Il ne regarde que moi. Mais enfin, on est ta famille. Non, Claire. Tu es la femme de mon fils. Et lui, il est adulte. Il a sa vie. Moi, j'ai la mienne. C'est tout. Marc a tenté d'intervenir. Maman, calme-toi. On veut juste éviter les complications. Tu vas te fatiguer à gérer tout ça. Je l'ai regardé longuement. Marc, tu m'as déjà retiré une montre. Tu n'auras pas mes clés. Il a pâli. Claire a voulu répondre, mais je l'ai coupé d'un geste. Ce que vous avez fait n'est pas illégal, juste indécent. Ce que je fais, moi, est parfaitement légal. Alors, si vous avez des questions, adressez-les à mon notaire. Et j'ai tendu sa carte. Maître Lenoir. Étude de Bayeux. Ils sont restés figés, comme si je venais de leur retirer une langue. Claire a pris la carte, l'a regardée sans comprendre. Marc a murmuré. « Tu nous fais du mal, maman. » J'ai répondu doucement. « Non, Marc. Je te rends seulement ta part de responsabilité. C'est ce qu'un parent doit faire, un jour. » Ils sont partis sans se retourner. Le silence après leur départ a été plus léger que je ne l'aurais cru. Quelques jours plus tard, Maître Lenoir m'a appelé. Sa voix était calme, posée, presque amusée. « Madame Dupont, j'ai reçu ce matin un appel de votre fils. Il voulait comprendre la situation. Et vous lui avez répondu? Je lui ai rappelé que, juridiquement, tout est clair. Vous êtes seul propriétaire et signataire. Aucune décision ne peut être prise sans votre accord. » Il a raccroché poliment, mais je crois qu'il est secoué. J'ai souri, sans plaisir. Le temps finit toujours par remettre les choses à l'heure, maître. Exactement, madame. C'est ce que j'aime dans mon métier. La précision du temps et celle du droit se rejoignent toujours. Les semaines suivantes, je n'ai plus eu de nouvelles. Le silence de Marc valait 1000 explications. Claire, elle, a fini par m'envoyer un message bref. Nous respectons ta décision. Bon courage pour la suite. Pas de maman, pas même de Jeanne. Juste un ton administratif, presque identique à celui du notaire qui m'avait envoyé la procuration. La boucle était bouclée, mais cette fois, c'est moi qui avais la plume. En janvier, Maître Lenoir m'a proposé une dernière rencontre. Il voulait s'assurer que tout était en ordre. Nous avons passé 1 heure à tout relire. Le testament, la clause d'usufruit, la lettre posthume, la main levée. À la fin, il m'a dit « Vous avez repris votre voix, Madame Dupont. Et c'est la plus belle signature que je connaisse. » Je n'ai pas répondu tout de suite. Je regardais la neige tomber derrière la vitre. Puis j'ai dit « C'est drôle. Mon fils m'a dit un jour que je dramatisais toujours. Je crois qu'il ne comprendra jamais que la dignité, elle aussi, demande un peu de théâtre, mais un théâtre du silence. » Le soir même, j'ai relu mes notes. J'ai ajouté une dernière phrase. Le piège n'était pas pour eux. Il était pour le mensonge. Et c'est lui qui s'est refermé. J'ai fermé le carnet, soufflé sur la bougie. Dans l'ombre du salon, le tic-tac de l'horloge semblait battre plus fort que jamais. Non plus comme un souvenir, mais comme une victoire. Ce qui suivit ne fut pas une explosion, plutôt une neige continue, silencieuse, qui finit par tout recouvrir. On ne voyait plus la route d'hier. On avançait doucement, chacun de son côté, à tâtons. Les premières nouvelles ne me vinrent pas de Marc, ni de Claire, mais des bords. Une voisine qui avait croisé Claire devant l'école, un cousin lointain qui m'écrivit d'un ton prudent, une amie de tricot qui avait entendu dire. Le récit s'était répandu comme un parfum froid. Jeanne a tout bloqué. On y ajoutait parfois une note de moralité. À leur place, j'aurais mal aussi. Le monde aime les histoires où l'on peut se ranger d'un côté, puis de l'autre, selon la météo. Moi, je me contentais d'écouter. Je laissais passer les bruits, comme on laisse couler la pluie sur un imperméable. Je n'avais rien à expliquer. La vérité, désormais, vivait ailleurs. Dans les actes signés, les tampons,
les dates. Ce genre de vérité ne demande pas d'applaudissements. Elle tient debout toute seule. Marc ne m'écrivit presque pas. 2 messages en 3 semaines. On va bien. Les enfants sont fatigués. Des bulletins météo. Je lisais. Je répondais bref, poli, égal. Entre nous, ce n'était plus la colère. C'était une rivière élargie par la fonte. Le courant allait son rythme. Ni l'un ni l'autre n'essayait de remonter. De Claire, je ne reçus rien. Son silence était un communiqué officiel. Je l'imaginais, digne, raide, refaisant l'histoire dans sa tête. Nous avons voulu aider. Elle nous a humiliés. Chacun s'offre les phrases qui le sauvent. Je lui laissais les siennes. Un dimanche, ma sœur m'a appelé. Sa voix tremblait d'un mélange d'affection et de curiosité. « Jeanne, ils disent que tu as coupé les ponts. » « Non. J'ai fermé une porte. C'est différent. Tu ne veux pas que je leur parle ? » ?»« Non, ma chérie. On ne traduit pas la dignité. On la montre. » Elle a soupiré, puis s'est tue. Les êtres qui nous aiment finissent par comprendre que la paix n'est pas toujours un banquet. Parfois, c'est une table mise pour une seule. À la messe, on me regardait avec une pitié discrète. La dame du banc devant moi m'a glissé, à la sortie. « Il faut pardonner, vous savez. » J'ai souri. « Je sais. Mais il faut d'abord ne plus avoir peur. » Elle a hoché la tête sans comprendre. Chacun fait avec ses évangiles. Je marchais davantage. Le long de la rivière, les arbres se penchaient comme des confidences. Je parlais à Paul à mi-voix. Je lui disais « Tu vois ? La montre tourne sans nous, mais je l'entends à nouveau. » Il me semblait parfois qu'il riait quelque part dans le vent. Puis vint le premier véritable contre-coup, l'anniversaire d'Élodie. D'ordinaire, Claire organisait des fêtes parfaites, un peu glacées. Cette année-là, me raconta plus tard une amie, rien ne s'emboîta. La pâtissière se trompa de parfum, le photographe annula, la météo grisa la terrasse méticuleusement dressée. Sur les photos publiées, je vis des sourires trop tirés, des gestes trop pensés. Au poignet de Claire, la montre de Paul. Je la regardais comme on regarde un oiseau en cage. Elle brillait, oui, mais elle ne battait plus dans la bonne poitrine. Le soir, je reçus un message d'Élodie. « Mamie, tu me manques. » Je répondis « Toi aussi, ma chérie. » Puis j'ajoutais, après une hésitation. « Un jour, nous parlerons longtemps. Je t'expliquerai ce que veut dire garder. » Elle envoya un cœur. Aux enfants, il n'en faut pas davantage pour croire au recommencement. La chute suivante vint par Marc lui-même, 6 semaines après l'entrevue. Il sonna un mardi, à l'heure du café. Son visage avait cette fatigue qu'on n'obtient pas d'une seule nuit blanche, mais d'un empilement de renoncements. Nous nous sommes assis à la table, comme autrefois, sans cérémonie. Il regarda longuement la soucoupe, puis dit, sans me regarder, « Claire ne comprend pas. Elle dit que tu nous as salis. Je n'ai sali personne. J'ai nettoyé mon nom. » Il hocha la tête. « Je sais. » Enfin, je commence à comprendre. Il releva les yeux. Tu sais, le soir, la maison est bruyante. On parle, on rit, on planifie. Mais depuis quelque temps, il manque une chaise. Personne n'ose la nommer. Je répondis doucement. Ce n'est pas la mienne, cette chaise. C'est celle de la mémoire. Quand on l'éjecte, elle s'en va avec la table. Il sourit tristement. Je crois que j'ai donné la montre pour gagner une histoire. Je n'ai pas vu que j'en perdais 2. Nous gardâmes le silence. Il avait commencé à compter juste. Après son départ, les semaines reprirent leur cours. La rumeur, elle, se fatigua. On se lasse de n'avoir pas de scandale à mettre sous la dent. L'affaire Jeanne devint une anecdote, puis un soupir. Je sentis, dans cette baisse de bruit, une victoire paisible. La justice la plus ferme n'est pas une clameur, c'est une extinction. Je cultivais de petites routines. Le marché du jeudi, la tisane à 10 à 7 heures, un roman sur la table, mes carnets empilés comme des ponts. Je n'étais pas gaie, non, mais j'étais droite. La tristesse devenait un meuble utile. On s'y appuie un instant, on repart. Un soir, Madeleine, l'amie du banc près de l'horloger, vint chez moi. Elle posa une soupe chaude sur la table, me prit les mains. « Tu as fait ce que j'aurais voulu faire avec ma fille. J'ai laissé passer. Toi, tu as tenu. » Je répondis. « On tient mal quand on se débat.
On tient mieux quand on pose les coudes sur la loi. Elle rit. Ses yeux brillèrent. Écris-le dans ton carnet, Jeanne. Ça servira à d'autres. Je l'ai écrit. La seule scène, la vraie, la couturée du drame, eut lieu sans moi. On me le raconta plus tard. Un dîner chez des amis de Marc, un toast trop long, une remarque lourde, puis une phrase sèche de Claire. « Ta mère nous a fait passer pour des profiteurs. » Marc répondit calmement. « Non. Ma mère nous a obligés à parler vrai. » Le silence qui suivit suffit à fissurer leur façade. On raconte qu'ils rentrèrent tôt, qu'ils ne se parlèrent pas pendant 2 jours. On raconte beaucoup. Moi, je n'en retins qu'une chose. Mon fils avait, pour une fois, utilisé le mot « ma mère » sans filtre. Au cœur de cet éclatement tranquille, il y eut pourtant une visite qui compta plus que tout. Élodie, seule, un samedi. Elle posa son sac, me regarda comme regardent les jeunes quand ils ont décidé de grandir. « Mamie, je peux te poser une question ?»« Oui. »« Pourquoi la montre c'est si grave ?» Je pris une longue inspiration. « Parce que certaines choses ne se donnent pas, Élodie. Elles se transmettent. Et transmettre, ce n'est pas offrir. C'est confier, avec une mémoire attachée. On ne met pas une mémoire au poignet comme un bracelet. » Elle resta silencieuse. Ses yeux s'embuèrent. « Je crois que je comprends. Un peu. C'est assez pour aujourd'hui. » Nous avons mangé des tartines, parlé de choses sans importance. À son départ, elle m'embrassa fort. J'eus la sensation très nette qu'un fil s'était renoué. Fin, mais solide. Quand je refermai la porte, la maison me sembla plus large, presque neuve. Je posai ma main sur la commode. Le tiroir vide là où reposait jadis la montre ne me faisait plus mal. Il devenait un hôtel sans objet. Ce qu'on honore n'y a plus besoin d'être enfermé. Je retournai à ma table, ouvris mon carnet et j'écrivis. Ils ont voulu simplifier. Mais la simplicité n'est pas l'effacement. La simplicité, c'est quand chaque chose est à sa place, et chaque nom au bout de sa propre voie. Je refermai le cahier. Dehors, le soir se posait sans drame. J'ouvris la fenêtre. L'air entra, net, frais, sans parfum de rancune. Et j'entendis, ou je crus entendre, un tic-tac régulier. Loin, très loin. Ce n'était pas la montre de Paul, c'était la mienne. Celle qui bat à l'endroit. Le printemps suivant fut le premier que j'ai vraiment vécu pour moi. Je n'attendais plus d'appels, plus de visites. Les jours avaient retrouvé leur forme simple. Un café, une promenade, un carnet ouvert. Je n'étais plus une mère en sursis, ni une veuve en attente. J'étais une femme avec du temps devant elle, du vrai temps, à elle. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de partir. Pas loin. La mer me suffisait. Je voulais entendre un autre rythme que celui de l'horloge de Paul, un battement qui m'appartienne enfin. J'ai choisi Granville, en Normandie. Une petite maison blanche avec des volets bleus, vue sur le port. 2 pièces, un jardin minuscule, mais un air neuf. Quand j'ai signé le bail, j'ai senti quelque chose se remettre en place en moi. Ma signature pesait juste. Les premiers jours, j'ai eu peur du silence. Le soir, les bruits familiers manquaient. Le téléphone qui ne sonnait plus, le portail qui ne claquait plus sous la main de Marc. Mais très vite, le calme est devenu une respiration. Le matin, je sortais marcher sur la digue. Les pêcheurs me saluaient, je répondais d'un signe. Certains jours, je m'asseyais sur le banc le plus proche du phare. J'ouvrais mon carnet et j'écrivais simplement. Le temps bat plus lentement quand on n'attend plus rien de personne. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à respirer, sans calculer. Une fois installé, j'ai retrouvé des gestes oubliés. Le plaisir de préparer un repas juste pour moi, de choisir une nappe, une assiette, un bouquet de lilas. J'ai rejoint un petit cercle de lecture à la bibliothèque municipale. Nous étions 6 femmes, la plupart veuves, discrètes, obstinées. On lisait des romans, mais surtout, on parlait de ce qu'on avait perdu et de ce qu'on avait repris. C'est là que j'ai rencontré Denise, une ancienne institutrice. Elle m'a dit un soir, « Tu sais, Jeanne, on nous apprend à donner, jamais à reprendre. C'est pour ça qu'on met une vie à se retrouver. » Je lui ai répondu, « Reprendre, ce n'est pas voler, c'est se réinscrire. » Elle a hoché la tête, les yeux brillants. Exactement. Marc m'écrivait encore de temps à autre, des messages simples, prudents. « Les enfants te saluent.
On espère venir un week-end. Je répondais toujours, poliment. Mais je ne proposais plus de date. J'avais compris que certaines retrouvailles ne se forcent pas. Elles se laissent venir, comme la marée. Un jour, pourtant, la marée est revenue. C'était en août. Marc est arrivé sans prévenir, seul. Il portait la fatigue de celui qui ne cherche plus à avoir raison. Il m'a serré dans ses bras, longuement, sans un mot. Puis il a dit « J'ai réparé la montre, maman. » Je n'ai pas compris tout de suite. Il a sorti de sa poche la montre de Paul. La même, le cuir patiné, le cadran légèrement jauni. Claire l'avait mise dans un tiroir. J'ai voulu la faire remettre en marche. Il l'a posée sur la table. Le tic-tac s'est fait entendre, doux, régulier. Et je crois que c'est la première fois, depuis des années, que j'ai respiré sans douleur. Nous avons parlé longtemps. Pas des papiers, ni du passé, mais du temps. Encore lui. De ce qu'on en fait, de ce qu'on laisse filer. Marc a fini par dire « Je crois que je t'ai voulu simple, alors que tu étais juste clair. » Je n'ai rien ajouté. Il a baissé la tête. « Je suis désolé. J'ai effleuré sa main. Ce n'est pas la peine de l'être. Ce qui compte, c'est que tu aies entendu le tic-tac à nouveau. » Il a souri, les yeux humides. Avant de partir, il a remis la montre dans ma main. « Elle est à toi. C'est ta mémoire, pas la mienne. » Je l'ai gardée un moment, puis j'ai répondu « Non, elle est au temps. Et aujourd'hui, le temps nous pardonne. » Après son départ, j'ai marché longtemps sur la plage. La mer était basse, le sable encore mouillé. Je tenais la montre dans la paume, serrée, chaude. Le tic-tac se mêlait au ressac. Je me suis dit que c'était la musique la plus honnête du monde. 2 battements qui ne se jugent pas. Ce soir-là, j'ai allumé une bougie sur la table. J'ai ouvert mon carnet bleu. J'y ai ajouté une page. Aujourd'hui, j'ai cessé d'attendre qu'on me voie. Je me suis regardée, et cela suffisait. Puis j'ai noté en bas, presque en chuchotant à l'encre. La montre tourne. Moi aussi. Les mois suivants furent d'une lenteur apaisée. Je faisais du bénévolat à la bibliothèque, je préparais des confitures pour les voisins, j'écrivais encore. Ma vie s'était réduite, mais elle tenait debout, droite, précise. Chaque matin, je remontais la montre de Paul. Non plus pour me souvenir, mais pour continuer. Un jour, Élodie m'a téléphoné. « Mamie, à l'école, on m'a demandé ce que c'était, l'héritage. » J'ai dit « C'est quand quelqu'un te laisse du courage à l'intérieur. » Je n'ai pas pu parler. Je crois que Paul, là-haut, a souri. Les soirs d'hiver, j'écris face à la mer. Le vent secoue les volets, le feu crépite doucement. Il n'y a pas de bruit inutile, pas de voix qui coupe la mienne, seulement le murmure du temps. Et parfois, la mémoire d'un fils qui apprend à parler autrement. Je ne regrette rien, pas même la douleur, parce qu'elle m'a rendu lucide, parce qu'elle m'a obligé à me rencontrer. Dans un des derniers courriers que j'ai reçus de Marc, il y avait cette phrase. « Je crois que j'ai voulu être un bon fils avant d'être un fils juste. » Je l'ai relu plusieurs fois. C'était peu, être sa façon à lui de dire qu'il commençait, enfin, à comprendre. J'ai rangé la lettre dans le carnet, à côté de mes notes. L'histoire pouvait reposer. Elle battait à l'heure juste. Je regarde la mer, chaque matin, avec la même étonnante paix. Je crois que j'ai cessé d'attendre le retour des choses. Le temps ne rend rien. Il polite, il transforme, il adoucit. Et parfois, il rend justice d'une manière qu'aucun tribunal n'aurait su inventer. Je n'ai plus de rancune envers Marc, ni envers Claire. Je ne les vois plus souvent, mais quand ils viennent, tout est calme. Ils s'assoient, parlent doucement, regardent les photos, sans se justifier. Marc apporte parfois un bouquet de fleurs les mêmes pivoines que Paul aimait. Claire reste polie, un peu raide, mais je sens qu'elle a compris à sa manière. Elle m'aide à ranger la vaisselle, parle des enfants, évite le mot « procuration ». C'est déjà beaucoup. Le pardon, finalement, ce n'est pas effacer. C'est cesser de tenir le compte. J'ai appris à parler seule, sans avoir peur de m'entendre. Les soirs d'hiver, je relis mes carnets. Les phrases écrites dans la douleur ont pris une autre lumière. Ce ne sont plus des plaintes, mais des repères. Je vois clairement le chemin. De la mère qu'on consultait pour la forme, à la femme qui signe pour elle-même. De la blessure à la maîtrise. De l'amour confisqué à la tendresse retrouvée pour soi.
Je crois que c'est cela, la dignité. Ne pas rendre le coup, ne pas chercher à convaincre, mais rester à sa place juste, en silence, jusqu'à ce que le monde retrouve la sienne. La montre de Paul repose sur ma table, à côté d'une lampe et d'un coquillage. Elle fonctionne toujours. Je la remonte chaque dimanche, non par devoir, mais par rituel. Ce tic-tac régulier est devenu une prière discrète. Il me rappelle que la fidélité n'a pas besoin d'être spectaculaire, qu'elle est une façon de rester debout quand tout le reste s'effondre. Parfois, Élodie me demande « Mamie, pourquoi tu tiens tant à cette montre ?» Je lui réponds « Parce qu'elle ne ment jamais. Même arrêtée, elle garde la trace du temps où elle s'est tue. Elle hoche la tête, sérieuse, comme si elle comprenait déjà ce que moi j'ai mis 70 ans à apprendre. Le silence n'efface pas, il grave autrement. Je me rends compte, aujourd'hui, que tout ce qui m'a sauvé n'a jamais été la force. C'était la précision. Prendre le temps de lire les mots, de comprendre les chiffres, d'écouter les phrases derrière les phrases. Le monde actuel va vite, et ceux qui vieillissent deviennent des cibles faciles pour la simplification. Mais la lenteur, parfois, est un bouclier. Quand on prend le temps, on devient illisible pour ceux qui courent. Et c'est là que la justice se loge. Je me souviens du jour où j'ai signé chez Maître Lenoir. Ce n'était pas un acte contre mon fils. C'était un acte pour la femme que j'étais avant d'être mère. Pour celle que Paul avait choisie, respectée, aimée. Je n'ai rien fait de grand. J'ai juste remis mon nom là où il devait être. Et dans un monde qui efface les vieux noms, comme on efface les vieilles photos, cela suffisait à être courage. Certains soirs, la solitude me serre encore la poitrine. Je regarde la mer trop longtemps. Je m'inquiète du froid qui vient. Je me demande si quelqu'un pensera à moi quand je ne serai plus là. Puis je repense à tout ce que j'ai fait ces dernières années. Chaque signature, chaque refus, chaque silence. Et je me dis que penser à soi, c'est déjà laisser une trace. Être que la vraie transmission n'est pas dans les objets, ni même dans les maisons, mais dans les gestes justes qu'on s'offre avant de partir. Marc m'a écrit récemment « Je comprends mieux ce que tu voulais dire par te simplifier toi-même. Tu n'as rien détruit. Tu as réparé autrement. » J'ai relu sa lettre plusieurs fois, et j'ai pensé à Paul, encore. Il aurait souri. Il aurait dit, en refermant la montre, « Elle avance juste, Jeanne. C'est l'essentiel. » Oui, elle avance juste. Et moi aussi. Il m'arrive encore de revoir dans ma tête ce Noël-là, celui où tout a basculé. La table trop brillante, le rire de Claire, la montre offerte comme un bijou sans mémoire. Mais je ne ressens plus de colère. Je me vois assise dans l'ombre, silencieuse, déjà en train de comprendre. Ce soir-là, j'étais humiliée. Aujourd'hui, je sais que j'étais en train de naître autrement. Il fallait ce geste, cruel et aveugle, pour que je me réveille. Certains réveils ne se font qu'à coups de gifles polis. Si quelqu'un me demandait aujourd'hui ce que j'ai retenu de toute cette histoire, je répondrais simplement que la justice n'est pas toujours un jugement, ni un cri. Parfois, c'est un équilibre, un retour calme des choses à leur place. Une montre réparée, une signature retrouvée, un fils qui finit par écouter. La justice, c'est peu. Être juste ça, la netteté des contours retrouvés. Je ferme souvent les yeux, le soir, avant de dormir. J'écoute le vent, le bruit régulier de la mer. Il y a des nuits où j'ai encore envie d'écrire à Paul. Alors je murmure, à voix basse, dans la pénombre. Tu vois, mon amour, le monde a voulu m'effacer doucement. Mais j'ai appris à écrire sur le sable, à chaque marée. Et tant que les vagues reviendront, mon nom ne disparaîtra pas. Puis je souris, parce que je sais désormais ce que le silence peut contenir. Non pas du vide, mais de la clarté. Non pas de la défaite, mais de la tenue. Et, en refermant mon carnet, je trace la dernière phrase, celle que je n'ai jamais cessé de mériter. Le silence peut aussi être une forme de justice.